À 3 heures de vol de La Réunion, Johannesburg a des airs de New York. La capitale économique de l'Afrique du Sud est aussi la capitale du continent. 350 des 500 plus grandes entreprises africaines y sont domiciliées et 25% de la richesse de l'Afrique y est produite. La ville est à l'image du pays, une terre de contrastes, à la diversité singulière et aux richesses immenses. On a toujours ce fantasme de l'Afrique sauvage, pleine d'animaux. Et en fait, l'Afrique du Sud, c'est pas que ça. C'est une grande modernité, un artisanat très développé, des ethnies, des peuples africains présents, vivants, et aussi une histoire avec les Afrikaners, avec les colons anglais qui ont fait de la prospection. Et on découvre un pays arc-en-ciel. Ils ont bien trouvé leur nom parce que c'est tout à fait ça. Une visite dans un des nombreux malls qui poussent comme des champignons un peu partout suffit pour s'en rendre compte. Des boutiques branchées, une population métissée et une pincée de bling-bling. L'Afrique du Sud est loin des clichés véhiculés sur le continent noir. Déjà, c'est la porte d'entrée, donc il y a un melting pot, il y a ce mélange de cultures, donc on retrouve un petit peu dans tout le pays ensuite, donc c'est une très bonne entrée dans le pays. Ensuite, il y a également, c'est le côté métropole un petit peu du pays aussi, donc tous ces shopping malls, les grands centres commerciaux. Donc c'est vraiment les points principaux avec le côté culturel également. Ensuite, en termes de tarifs aussi, oui, pour des clients à pouvoir d'achat en euros, en dollars, ça reste très intéressant. Mais Johannesburg souffre d'une image de ville dangereuse. Une réputation due à un incroyable écart qui sépare les plus riches des plus pauvres. Ces inégalités sont issues du système de l'apartheid, une politique de développement séparée qui parquait les travailleurs noirs dans des townships en périphérie des villes. Soweto est le plus connu. Il abrite la seule rue au monde qui a connu 2 prix Nobel, Desmond Tutu et Nelson Mandela, les tombeurs de l'apartheid. Un peu plus loin, le musée de Soweto expose les photos saisissantes du 16 juin 1976. Ce jour-là, un écolier de 13 ans est tué par la police alors qu'il participe à une manifestation contre la domination blanche. À chaque date anniversaire, le pays se souvient. C'est un événement très symbolique car les écoliers n'avaient jamais protesté avec autant de force. Et même si les policiers leur tiraient dessus et que des enfants étaient blessés ou mouraient, ils continuaient de manifester. Donc c'est très symbolique car on ne s'attendait pas à une protestation de cette ampleur venant de nos jeunes étudiants. Mais aujourd'hui, ce township symbolise plutôt la mutation d'un pays tout entier. Maintenant, tout le monde a l'eau et l'électricité, et les petits restaurants ont investi les rues. Ce township, emblème du changement, est aujourd'hui une bourgade agréable où les touristes sont les bienvenus. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé ici. Soweto a beaucoup changé. Mais bien sûr, il y a encore des défis à relever. La démocratie que nous avons aujourd'hui nous a apporté beaucoup de positifs, mais en même temps, il ne faut pas oublier ces aspects négatifs. Nous avons des inégalités extrêmes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont encore vraiment rien. Mais si l'on compare Soweto aux autres townships noirs qui existent toujours à travers l'Afrique du Sud, on se rend compte qu'il a le plus profité du changement. Car si la page de l'apartheid est définitivement tournée, le pays tente tant bien que mal d'intégrer toutes les composantes de sa population. À Hoedspruit, dans la plus grande plantation de mangue du pays, Maile est devenu manager de zone, une fonction à responsabilité qu'il n'aurait jamais pu occuper avant l'avènement de la démocratie en 1994, surtout dans cette région traditionnellement blanche. Aujourd'hui, le Black Empowerment Economy, une politique de discrimination positive, favorise l'embauche de citoyens noirs. Je supervise et dirige le travail de plusieurs centaines d'employés sur une très grande surface maraîchère. Nous récoltons sur des dizaines d'hectares des mangues, pamplemousses, oranges et autres fruits. Je m'occupe également dans l'usine de production des différents produits destinés à la vente, pour le marché sud-africain et également pour l'exportation.
J'ai commencé en bas de l'échelle et petit à petit, j'ai gravi tous les échelons jusqu'à devenir manager de production. Mais je ne veux pas m'arrêter là, je veux devenir un de ces grands patrons. Des rêves aujourd'hui possibles, tout comme celui de conserver ces pratiques traditionnelles. Les coutumes africaines ancestrales ont aussi leur place dans l'Afrique du Sud moderne. À Changana, le village traditionnel a été transformé en lieu de découverte pour les touristes. Le chef reçoit paré d'une peau de léopard qu'il a lui-même tuée. Il a 77 ans, 4 épouses et estime toujours la richesse d'une personne à la taille de son cheptel. Traditionnellement, la tribu des Changan vit de l'agriculture et de l'élevage. Nous cultivons du maïs, des patates douces et des légumes. Nous élevons des chèvres et des volailles pour la viande. Notre richesse est évaluée en fonction de notre cheptel. Entre ultramodernité et tradition, richesses extrêmes et pauvreté endémique, l'Afrique du Sud est une terre de contraste. Un pays fascinant qui aujourd'hui ouvre grand les bras aux étrangers qui viennent à sa rencontre.